À quoi sert un réseau écologique ? Je sais pas, moi le mot réseau il me fait penser à plein de connexions entre plein de personnes. Rebonjour, c'est parti pour l'épisode 2 du micro-trottoir consacré à la biodiversité en agriculture. Je suis Anne-Claude Jacquat, biologiste et je travaille comme vulgarisatrice biodiversité chez ProConseil. C'est parti. Comment peut-on juger de la qualité d'une surface dédiée à la promotion de la biodiversité ? Je n'en ai pas la moindre idée. Disons que visuellement, en évaluant la diversité végétale. Oui, je dirais aussi ça. J'imagine déjà la qualité du sol par rapport à la croissance des plantes, etc. Peut-être la proximité avec de l'eau aussi, pour tout ce qui est insectes, moustiques, allez savoir. Le climat, j'imagine s'il n'est pas trop sec, trop humide, il faudrait peut-être probablement un juste milieu ou pas, parce que peut-être un climat humide va accueillir un certain type d'insectes et d'animaux, tandis qu'un climat très aride va accueillir d'autres, de la végétation très différente. Mais je pense que c'est un peu l'accès à ce soit un sol de qualité, de l'eau, un climat favorable. Et voilà, ce serait ma réponse. Voilà, et effectivement, la première personne, elle parlait de qualité botanique, surtout on va regarder combien il y a de fleurs, ça c'est un aspect de la qualité. Il y a une manière de savoir si une surface, une prairie par exemple, elle est de meilleure qualité, plus elle a de fleurs, plus... je peux vous donner un truc simple, c'est que si une prairie elle est toute verte, alors on dira qu'elle n'a pas vraiment de qualité écologique. Si elle a des fleurs jaunes et blanches parsemées dedans, elle est un petit peu meilleure. Et puis si elle a encore en plus d'autres couleurs comme le bleu ou le rose, alors là on a une qualité élevée. Donc plus il y a de diversité de fleurs, plus c'est élevé. Et puis après il y a la nourriture. Donc une qualité, si on prend une haie par exemple, une haie où il n'y a que des noisetiers, elle a une certaine qualité structurelle, mais elle va fleurir au mois de février. Elle va fournir du pollen pour les abeilles sauvages, les abeilles domestiques au mois de février. Et une fois que les noisetiers ont fleuri, c'est fini, il n'y a plus rien à manger. Une haie de qualité, on va exiger qu'elle ait un grand nombre de buissons d'espèces différentes. Ces buissons ils vont fleurir à des époques différentes. Et ils vont donner des fruits aussi de manière échelonnée sur l'année et ça va permettre à la faune sauvage d'avoir un approvisionnement sur toute la saison et c'est beaucoup plus efficace qu'une haie qui n'aurait qu'une seule espèce. Et puis j'aimerais ajouter un complément par rapport à ce qu'a dit la personne là, qui parlait du climat et du sol, que la qualité finalement elle avait quelque chose à voir avec le sol. C'est très juste parce que finalement une prairie riche en fleurs qui est toute colorée avec ses fleurs bleues et tout ça, elle ne peut pas pousser sur un sol qui est trop riche en nutriments. Donc la plupart des surfaces de promotion de la biodiversité, déjà on n'a pas d'apport d'engrais. Donc le paysan il ne va pas aller enrichir ces surfaces avec de l'engrais. Et puis c'est dans ces conditions pauvres en éléments nutritifs que vont pouvoir se développer la plus grande diversité botanique. Donc la qualité du sol, elle est importante, notamment pour les prairies, mais aussi pour les jachères, pour toutes ces surfaces de promotion de la biodiversité qui ont une grande variété de fleurs. L'emplacement du sol est important et ce sera un sol maigre, si possible bien ensoleillé aussi pour que ça donne un climat agréable pour la reproduction des espèces qui vont aller utiliser ces surfaces. Donc c'était très juste comme approche. À quoi sert un réseau écologique ? Du coup, soit c'est réseau écologique dans le sens où c'est un peu une organisation de plusieurs personnes qui se tournent sur des questions pour l'écologie et sinon... je sais pas. Pour moi, le réseau écologique, ça voudrait dire comment bien faire fonctionner l'écologie via les différents aspects en partant de nous au Glencore industriel, quoi. Non, j'ai jamais entendu ça. Non, je sais. Est-ce que c'est je sais pas, de la consommation locale, les circuits courts, qu'est-ce qu'il y a en lien avec ça ? Sinon, je vois pas. Bon, ce que je comprends de réseau écologique, c'est la cohabitation ou la convivialité entre différentes espèces qui se complémentent. C'est un peu ça, ou aussi entre plantes et animaux. Que notre façon de consommer contribue à garder la biodiversité plutôt qu'à détruire. Donc ça pourrait être par exemple avec des champs où on n'utilise pas d'engrais pour essayer aussi des plantes
par exemple de la région pousser, puis qu'on laisse les champs aussi, les jachères florales pour que les champs puissent se refaire, aussi laisser une place aux insectes en fait dans nos champs. Je dirais quelque chose comme ça. Je sais pas, non, c'est des réseaux d'eau ou des cours d'eau ou des chemins je sais pas, des animaux de migration. En parlant de réseau, je dirais qu'il faut que les différents éléments ils peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que les grenouilles qui vivent en forêt et qui maintenant sont en train de vouloir traverser pour aller dans les mares, il faut qu'ils puissent de préférence suivre des haies. Pour les mammifères, c'est pareil, et les oiseaux aussi, quoi. C'est qu'ils peuvent circuler plus ou moins partout facilement, quoi. Le faire en réseau. Ça, c'est une très bonne réponse. Voilà, la dernière personne, elle a expliqué ce que c'est le réseau sur le terrain. C'est effectivement, on a parlé de l'importance de la génétique dans la biodiversité, cet aspect génétique. Comment on va pouvoir le maintenir? Pour qu'on maintienne une diversité génétique, il faut que les animaux puissent se déplacer d'un endroit à un autre pour qu'il y ait un brassage, pour se reproduire. Si on a des milieux de vie qui sont trop isolés les uns des autres, que les animaux ne peuvent pas se déplacer parce que le territoire est trop morcelé ou que c'est utilisé par d'autres... Voilà, il y a des routes, il y a des champs cultivés, il y a d'autres choses, il y a les villes, on a un territoire très très morcelé et les habitats naturels sont assez isolés les uns des autres. Et c'est ça le souci. Si on ne peut pas avoir de brassage génétique, les populations finalement restent... il y aura de la consanguinité et à terme, ces populations vont péricliter et disparaître. Donc pour maintenir la biodiversité, c'est essentiel de pouvoir garantir le déplacement de la faune dans le paysage, et ces réseaux écologiques servent à ça, c'est de créer un réseau, comme on a un réseau routier chez nous pour relier les villages, les villes. Et puis en fait, ce qui est important, c'est que ce qu'a dit la jeune fille au début par rapport au fait que les réseaux écologiques, ça doit sûrement être un groupement de personnes qui s'engagent pour la biodiversité. C'est tout à fait juste, et dans le milieu agricole, cette possibilité, elle existe depuis 2001 avec la loi sur la qualité écologique qui proposait aux agriculteurs de pouvoir, sur une base volontaire, se regrouper en association pour réfléchir à comment mettre sur le terrain des surfaces de promotion de la biodiversité au bon endroit et de bonne qualité pour justement créer ce réseau écologique de manière concrète sur le terrain. Et voilà, maintenant ça fait 20 ans que ces réseaux existent et la plupart des agriculteurs font partie de ces projets. Dans le canton de Vaud, ça représente à peu près 80% des surfaces agricoles qui font partie de projets de réseau et presque autant d'agriculteurs. Et on a des résultats maintenant, après 20 ans, qu'on peut montrer par rapport à... Il y a eu des plantations de haies qui se sont faites énormément dans le cadre de ces réseaux, des nouvelles haies très diversifiées, qui ont vraiment une bonne qualité et qui ont eu pour effet, par exemple, de ramener des oiseaux tels que la pigrièche écorcheur, par exemple, dans la broie, où elle avait quasiment disparu par manque de structures disponibles, par manque d'habitat adéquat. Et ces projets de réseau ont remis en place des structures là où il n'y en avait plus et ont permis le retour de certaines espèces qui avaient quitté ces endroits qui étaient principalement dédiés à la production. Alors voilà, en conclusion, moi j'aimerais encore juste dire, pour donner une image, pour bien se rendre compte, on a parlé avant qu'il y avait 19% de surface de promotion de la biodiversité en milieu agricole en moyenne en Suisse. Rien que sur le canton de Vaud, c'est 19%, ça représente grosso modo, rien que pour les prairies extensives, environ 9000 terrains de football. Donc c'est pas rien, c'est une grande part de la surface agricole qui est dédiée à la biodiversité, sur lesquelles les paysans font un effort de promotion de la biodiversité. Et puis n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux, de savoir, voilà, les réseaux écologiques, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas connu, c'est un terme qui ne parle pas vraiment aux gens. Pourtant, ça fait 20 ans que ça existe. Et allez demander à votre voisin, si vous avez un voisin paysan, est-ce qu'il connaît les réseaux, qu'est-ce qu'il a comme mesure sur son terrain pour le réseau. Et puis vous serez étonné de voir ce qu'il connaît aussi des possibilités pour améliorer la biodiversité en milieu agricole.
Quel est l'impact du changement climatique sur la biodiversité en Suisse? Assez catastrophique, je pense. On a des moustiques tigres en Suisse, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a déjà de nouvelles espèces qui apparaissent chez nous. Entre autres, au niveau des insectes, il y en a déjà des nouveaux. Il y a des plantes qui résistent plus longtemps. Il y a des oiseaux qui partent plus en migration. Rien que sur Fribourg, il y a les hirondelles de rocher qui restent, qui partent plus. Il y a les milans noirs qui vont moins loin. Enfin, à ce niveau-là, c'est sensible quand même. Ouais.